Ferris, tu es cofondateur de l'association Banlieue Climat, on va en discuter évidemment. Tu es enseignant à la Sorbonne, tu es une personnalité médiatique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On va aussi parler de l'incarnation de tout ça, il y a plein de sujets qui nous intéressent. Tu as participé à la COP30, mais je lisais que tu as dit avant d'y aller que tu n'en attendais rien de cette COP30. Pourquoi tu n'en attendais rien de cette COP30 ? Est-ce que finalement, elle vient de se terminer la semaine dernière, est-ce que tu as eu raison de ne rien en attendre ? Bah écoutez, c'était intéressant comme de venir pour voir et constater qu'il n'y avait rien à constater. Mais en réalité, c'était comme pour nous important d'y être dans le sens où les gens ils étaient surpris qu'on soit accrédité. On est venu avec un groupe de mamans, de jeunes jusqu'à Belém, ensuite à Sao Paulo et après en Vous étiez Amazonie. combien ? On était 30, donc pas les 30 à la COP, mais les 30 au Brésil, parce qu'après, il y avait un parcours à aller voir dans toute l'Amazonie. On allait un peu voir les paysans là-bas, et ceux qui protègent aussi la forêt. Mais l'idée, c'était de venir dire notre place, elle est où exactement ? Est-ce qu'elle est à militer pour des virgules sur des négociations qui, dans tous les cas, sont foirées de base ? Ou est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Et sur place, on a constaté qu'il y avait un peu une instrumentalisation de la cause des indigènes et des populations autochtones là-bas. Donc on s'est concentré un peu là-dessus. Quand tu dis l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont créé 2 zones, une zone bleue, une zone verte. Et la zone verte, elle est là un peu décorative, folklorique pour accueillir les associations, les stands, les trucs. Mais du coup, c'est là-bas où les indigènes sont exposés, entre guillemets. Donc c'est vraiment trop bizarre. Et de l'autre côté, en zone bleue, là où il y a les négociations, ils n'ont pas accès. Et donc, c'est pour faire semblant de les inclure en fait dans le débat alors que... Ouais, c'est ça exactement, alors que c'est censé être la COP des indigènes sur la déforestation au Brésil. C'est incroyable d'avoir une COP là-bas avec 2 visions du monde totalement à ce point opposées. On a à la fois les cancers et les médecins au même endroit, c'est une dinguerie. Et on s'est dit, c'est être intéressant d'aller voir ça sur place. Et moi, je sors de la zone bleue et je croise une leaduse autochtone qui s'appelle Ana Pilis, qui représente une communauté qui est sur le territoire des Amapá. Donc c'est au nord du Brésil, près de la Guyane française. Enfin, c'est tout un territoire avec 4000 personnes qu'elle représente. Et elle distribuait des tracts et tout, et je vois que les gens ils ont un peu rien à cirer, et moi avec. Et je lui prends son truc, et je dis c'est quoi ça en fait, qu'est-ce qui t'arrive ? Et elle me dit on essaie de distribuer des tracts, mais tu vois là tous les CRS ils sont là pour te protéger de moi. Et je sais pas si vous aviez suivi la veille, il y avait eu des altercations entre CRS et population autochtone au sein de la COP. Et donc elle me dit oui, hier on a essayé de rentrer en zone bleue, ils nous ont pas laissé rentrer et tout machin. Donc moi j'enlève mon badge, je lui donne. Et elle commence à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, cousine ? C'est super, et là, là. elle commence à m'expliquer qu'en fait, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Son peuple n'a pas d'eau, il y a une surmortalité parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux chez eux, il n'y a rien du tout. Et que Lula a créé un ministère pour les autochtones, justement, mais qu'en fait, en réalité, ils n'étaient pas du tout représentés ni écoutés. Mais c'était juste une manière de calmer un peu le truc, symboliquement leur donner un peu comme quand on reconnaît, je sais pas, l'État de Palestine en France en disant, OK, on va reconnaître ça et on a fait le taf. Et du coup, on a, de là, s'en est suivi une réflexion sur comment ils instrumentalisaient les autochtones, comme nous aussi en France, ça peut nous arriver sur d'autres sujets avec les sujets des banlieues et des personnes issues de l'immigration de manière générale. Et donc cette tokenisation, cette manière de prendre des gens et de les utiliser pour leur image, c'est fou comment c'était un peu universellement Même de la partagé. part de Lula finalement, alors qu'on a plutôt une bonne vision de Lula quand on est de gauche en France. Ouais, alors après, moi, je suis pas rentré en détail sur à quel point il est bancal, Lula, mais tout ce que je sais, c'est que oui, 208 morts de leaders autochtones en 2024, 211 qui se sont suicidés la même année, c'est n'importe quoi. Et à part un ministère justement pour décorer, il n'y a rien qui s'installe. Et le pire, c'est qu'on parle de peuples qui veulent leur autodétermination. Donc quand on rentre dans un rapport de reconnaissance, s'il y a un sujet qui est reconnu, c'est qu'il y a un sujet qui reconnaît. Et donc on rapporte dans un rapport hiérarchique de maître-esclave en mode « s'il te plaît, reconnais-moi ». Et eux, elle ne veut pas rentrer là-dedans. Donc moi, quand je parlais à Anna, elle me disait « mais les autochtones qui sont là-bas, c'est des autochtones de gouvernement. C'est des gens qui sont là pour servir leur politique, mais derrière, il n'y a rien qui change au niveau de juste l'eau potable chez moi. » Et donc on rentre dans un rapport où l'oppresseur s'installe en disant bah, « regardez comme on est bon, comme on est gentil, on fait un geste », alors que c'est pas une question de moralité, c'est pas une question de bon ou pas, c'est une question de justice. Et l'oppressé il est en mode ah merci beaucoup, et qui devrait être dans une posture de gratitude vis-à-vis de Lula ou du gouvernement brésilien. Et ils n'ont pas envie d'être là-dedans parce que généralement ça s'est toujours soldé en catastrophe chez eux. Donc, Puis même, c'est vrai que même les gouvernements de gauche en général en Amérique latine, même si on imagine et tout, même au Chili ou en Colombie, les peuples indigènes sont persécutés aussi, il y a toujours des disparitions.
Et ça peut être toujours de la part du gouvernement comme de milices d'extrême droite, hein, mais le gouvernement aussi, même de gauche, ils ont des responsabilités là-dessus. Ferris, on avait envie de te demander, parce que je t'ai entendu notamment chez Mathieu Vidard sur France Inter, où tu disais que tu avais refusé d'aller en avion avec Emmanuel Macron, qui t'avait proposé de venir avec lui au Brésil. Pourquoi tu as refusé de prendre cet avion ? C'était au Maroc. Ah, au Maroc, C'était au Maroc, ouais. C'était pas une question d'avion, le refus. C'était plus une question symbolique de. Moi, ça m'aurait tenu à cœur d'y aller en réalité. Maroc, je suis d'origine marocaine du côté de ma mère. Ne pas aller voir le roi, quand je l'ai expliqué à ma grand-mère, elle a pété un plomb, elle a dit mais t'es fou quoi. Donc du coup moi personnellement j'ai aucun souci avec le fait d'y aller. Mais il y a toujours un décentrement à opérer que je fais pas tout le jour mais que j'essaie de faire parce que j'ai la chance d'être entouré sur qu'est-ce que je viens faire là-bas. Est-ce que je suis un acteur majeur des relations franco-marocaines aujourd'hui ? Non. Donc si on m'invite, c'est parce qu'on m'instrumentalise, on m'utilise. Et donc, entre la carrière et la mission, il n'y a qu'un pas. Je suis censé être en mission pour des gens. En tout cas, je me présente comme tel. Et dès qu'il y a une opportunité pour moi servir mes intérêts, parce que c'est dans mon intérêt, moi, d'aller... parce que j'ai envie de créer une école à Essaouira, j'ai envie de faire plein de trucs au Maroc. J'ai totalement envie d'y aller. J'ai pas commencé à faire je sais pas quoi. Mais en réalité, je me suis retrouvé à refuser ça, mais juste parce que... je voyais bien que c'était une récupération de mon image, des photos que je n'allais pas maîtriser, un environnement que je ne connaissais pas et qui allait me déposséder de ce que je veux porter comme message. Et donc, j'ai dû refuser, mais à contre-cœur totalement. Oui, en même temps, effectivement, ça paraît logique avec tout ce que tu dis, avec tous tes engagements, surtout à un moment où il y a un certain nombre de manifestations populaires aussi, au Maroc. C'était avant, mais oui, carrément. Ouais. J'ai commencé à le dire en intro, donc tu as cofondé Banlieue Climat en 2022 avec Sana Saitouli, Abdelali El Badawi et le rappeur Sefiu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet asso, nous pitcher globalement pourquoi tu as eu envie de créer cet asso et pourquoi vous vous battez ? Effectivement, on l'a créé il y a 3 ans. On s'est réunis sur un constat autour de la question de la santé et des exposomes dans les quartiers, soit qu'on est exposé et qu'on capte pas toujours les violences qu'on vit. Plus parfois on la vit, moins on la voit. Donc on était dans ce constat-là de... faut qu'on se réapproprie un truc qu'on subit. Il faut qu'on ait l'expertise scientifique dessus. Il faut qu'on ait les outils à la fois culturels, mais aussi les outils tout simplement pédagogiques de se réapproprier le truc pour ensuite monter une formation qu'on a créée donc, il y a 3 ans. Et après, on va un peu partout. On a commencé donc, à Strasbourg, en Ile-de-France, avec, comme vous l'avez rappelé, Abdelali, Sefiu et Sana. C'est improbable d'ailleurs, quand j'ai vu Sefiu dans la liste. C'était aussi un problème pour moi là-bas. J'avoue que J'étais directement fan de dans ma Sefiu, tête, il y a enclenché. Quand j'avais 16 ans, j'écoutais en boucle. Oui. Maintenant, dès qu'il y a un événement, on met Molotov à fond. Forcément. C'est un prétexte pour... pourquoi bien. tu mets Molotov ? Parce qu'il est cofondateur, alors que pas du tout, on l'aurait mis dans tous les cas. mais ouais, du coup, c'est un feat qui était cool. Et puis en plus, c'est des gens qui ont plus d'expérience que moi, donc ils ont l'habitude du milieu associatif, ils ont l'habitude du milieu politique aussi, d'éviter les récupérations, comprendre un peu ce qu'ils jouent. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé d'être en lien avec des gens avec autant d'expérience. Et puis voilà, on a commencé Strasbourg, Île-de-France. Et puis maintenant, on est à Montpellier, à Marseille, à Laval. Il y a des jeunes qui sont en train de créer une antenne et qui ont créé leur propre asso là, sur le territoire. Donc c'est trop cool. bien. Ouais. Tu parles des formations, enfin, c'est quoi ces formations ? Qu'est-ce que vous apprenez à qui À la base, nous, vraiment, le point de départ, c'est de l'éducation populaire. Donc, on commence avec une formation de 8 heures qui est certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur avec des connaissances très théoriques sur le climat, sur les sécheresses, sur le bout de rétroaction, sur le permafrost, sur les réfugiés climatiques. Tout ça, on l'étudie, mais aussi avec un focus spécifique sur les territoires où on va. Ça veut dire que quand tu vas à Bagnolet, un enfant sur 3 qui a de l'asthme, ok, c'est intéressant de comprendre la pollution de l'air, les particules fines. Quand on va à Montpellier, c'est intéressant de comprendre la sécurité sociale de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe aussi là-bas, et les enjeux au niveau des pesticides, etc. Donc on essaie de localiser le truc, de rendre ça le plus concret possible. Et c'est des formations d'une journée à la base. Et c'est à peu près 20-25 jeunes qu'on forme. Et les plus motivés de ces jeunes-là sont ensuite invités à devenir formateurs. Et donc là, on les ramène à Paris. On a une école à Saint-Ouen qu'on a ouvert il y a 1 an maintenant. Plus d'1 an, en octobre 2024. Et c'est là-bas où on accompagne tous les jeunes qui veulent ensuite devenir formateurs. Et l'idée, c'est que c'est pas à moi ou à nous de venir sur chaque territoire et de garder une forme de monopole. C'est ensuite à ces jeunes-là de revenir sur leur territoire et structurer localement. Et de se saisir de la question écologique, parce que c'est aussi ça l'objectif. Et puis, ne serait-ce que le nom de l'association, Banlieue Climat, c'est de vraiment faire en sorte que l'écologie, ce soit un sujet qui soit partagé et que ce soit plus, pour le dire de manière caricaturale, mais peut-être que c'est ton analyse aussi, monopolisé par une bourgeoisie blanche. Carrément. Comment tu vois ça, toi ? Ouais, totalement comme ça. C'est l'objectif, c'est essayer de... Les présents créent des absents.
Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui va s'accaparer une question, qui va la monopoliser, qui va l'incarner, même moi là je parle, il y a des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, parce que de fait de ta manière d'être, quoi, ton incarnation. Et donc nous on a vraiment ce truc-là de le message passera toujours à partir du moment où le messager est identificatoire pour les gens qu'on va aller chercher. Et donc c'est ce qu'on a essayé de créer en disant bah moi il y a des réalités que je connais pas, donc c'est des jeunes qui sont sortis de prison par exemple, qui vont aller former quand on va à la santé par exemple. Donc c'est vraiment essayer de faire en sorte de mettre en face de chaque public les jeunes les plus adéquats qui ont eu cette connaissance, cette expertise-là qui est hyper importante pour derrière être en mesure d'avoir cette légitimité et reprendre effectivement une part du débat public sur la question de l'écologie. Nous, il y a plein de mamans qui se sont engagées récemment sur la question du mercure dans le thon. Elles ont fait des campagnes incroyables. Là, on est sur la question de la mobilité. On a fait un trajet Saint-Ouen-Strasbourg à vélo avec un groupe de mamans et de jeunes. C'était fou. Donc, on réinvestit des thématiques qu'on avait un peu abandonnées. Mais plus qu'on le fait en groupe, plus qu'on le fait avec une forme d'expertise, on se sent déjà plus à l'aise à y aller. Et donc, effectivement, il y a banlieue climat. Climat, c'est de manière générale l'écologie, mais c'est aussi une porte d'entrée pour une conscientisation un peu plus politique des violences qu'on subit. Puis c'est vrai qu'en plus, tu dis souvent, et ce qui est très juste, c'est que finalement, ce sont ces personnes qui vont être les premières à subir justement les violences, que ce soit à la fois sociales, écologiques, économiques, etc. Et qu'en fait, c'est les premières concernées. Et c'est elles qui vont en pâtir le plus, que ce soit voilà, de tous ces dérèglements, de toutes ces choses. Et donc, qu'on les éloigne de cette question alors que c'est elles qui vont en être les premières victimes. Bah, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir se réapproprier cette lutte-là, que ce ne soit pas d'autres personnes qui parlent justement en votre nom, etc. Et donc ça, je trouvais ça hyper intéressant, ce truc-là. Et la question justement de cette violence-là, j'ai vu que tu avais été piégée, tu en as parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, dans une super vidéo. Je voyais où tu nous réexpliques, ouais. Ouais, je vais essayer d'expliquer. Il faut aller voir la vidéo, elle est super bien, c'est sur Yard, je crois. C'est ça, ouais. Et où en fait, tu racontes comment tu arrives, tu vis du cyberharcèlement aussi, et en fait, comment une séquence, je ne veux pas dire de bêtises, mais une séquence sur BFM TV, où on te piège un petit peu en te posant des questions, parce que tu as un discours sur la violence qui est hyper intéressant, justement, de violence à la fois de la santé, etc. Et on te piège sur le truc des violences policières. Des violences sur un policier. Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu compliqué de l'expliquer comme ça. Il faudrait voir plutôt la vidéo. Et je voulais te demander, en tout cas, justement par rapport à cette question de la violence, et en fait des violences que subissent les classes populaires, et dont on essaye de ne pas trop te laisser parler de ça, alors que c'est ça qui est hyper important et c'est un enjeu dont il faut parler justement, et que dans les médias, j'ai l'impression qu'on te coupe beaucoup la parole, on veut te remettre un petit peu sur le chemin, genre, mais vous condamnez quand même. Mais non, là, c'est nous qui subissons les violences. Bon, vas-y, pardon. Non, mais c'est fou parce que c'est exactement ça. Le problème, c'est plus le problème, mais c'est le fait de parler du problème. Ouais. Et donc, en fait, on est en train de dire, y a une dinguerie qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas la dinguerie en elle-même, mais c'est le fait qu'on commence à l'aborder. Parce que nous, on a un problème, je pense, souvent en Occident, avec la question de la violence, en disant, et particulièrement en France, en réalité, sur le fait qu'on est une société civilisée, et donc, par définition, on ne peut pas être violent. La violence n'est pas une catégorie pour analyser les politiques publiques d'un État, puisque ça peut être une coercition, ça peut être une réponse légitime à des débordements. On peut utiliser plein d'arsenal sémantiques pour qualifier ce qui se passe, mais jamais on va parler de violence. Et donc, nous, on était juste en mode en train de dire, ok, il y a des violences en réponse, mais en réponse à une première violence, une violence politique qui s'installe, qu'il faut qualifier comme telle. Et que, généralement, elle s'installe aussi dans des endroits où on n'a pas l'habitude de la voir. On est d'accord pour dire que la police peut être violente à des moments, enfin, on est d'accord, c'est même pas sûr, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec moi-même. Mais par contre, il y a des gens qui vont se dire, mais dans l'école, il n'y a pas de violence. Dans l'institution judiciaire, il n'y a pas de violence. Et donc, c'est dans ces espaces-là que notre travail à nous, c'est de visibiliser ces violences-là. Et la donc, violence de classe aussi, dont tu parles. La violence de violence de classe, dont exactement. Tu parles. La violence symbolique, même sur ces plateaux-là, en fait, c'est ultra violent parfois. Et moi, je le remarque même pas sur le coup. Mais c'est qu'après, justement, avec Yard, on a essayé de décrypter ça en disant, en fait, moi, c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est de manière générale, comment, en installant un rapport du politique vers le moral, en disant mais cette personne-là est potentiellement défaillante, dangereuse, elle parle de violence, elle veut être violente, mais on s'en fout de ce que je veux, c'est pas ça la question. Le sujet, c'est comment on est juste. Et là, en l'occurrence, quand il n'y a pas d'autre moyen d'expression, ça peut être à des moments une réponse qui va s'installer parce que la colère, vous ne lui avez pas donné de forme politique pour qu'elle s'exprime. Parce que les partis ont réquisitionné beaucoup de choses sur le champ politique, parce que tu n'as pas de salle, tu n'as pas de subvention, tu ne peux pas exister politiquement, parce qu'on a atomisé les gens, donc ils pensent qu'à eux-mêmes. Donc tout ça fait que la colère s'exprime d'une forme qui va vous déplaire. Ok, maintenant qu'on en parle, vous ne voulez pas l'entendre. Et c'est à ce moment-là que, quand on essaie d'en parler, et ben là, on est directement décalé vers le champ de cette personne est un peu bancale, moralement défaillante. On a une sénatrice qui avait fait un courrier au Premier ministre pour dire
que mon asso devait arrêter de toucher des subventions parce que c'était très dangereux ce qu'on faisait, alors que nous, vraiment, on est sur des plantes et des fleurs. Et on essaie de politiser un peu ça. Mais quand on était, en gros, les gentils noirs et arabes à parler de ça, tout allait bien. Et à partir du moment où on commence à structurer une pensée en disant, en fait, oui, on continue à parler de ça, mais il faut aussi visibiliser ce fait que cette violence, elle ne part pas de nulle part, elle n'est pas abstraite, elle ne tombe pas du ciel. Elle est faite d'un système, d'une municipalité, d'une structure qui, parfois, s'abat sur des populations. Et donc, nous, quand on fait une école à Saint-Ouen, eh ben oui, tous les lundis, tous les mardis, il y a des policiers qui arrivent municipaux qui font la hagra à nos jeunes, qui sont là, contrôle sur contrôle. Donc ça, on en parle juste. Mais une fois qu'on a commencé à aborder ça, eh ben, généralement, il y a un déplacement de la politique vers la morale qui discrédite et qui disqualifie la parole. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que je ne suis pas le premier à qui ça arrive, je ne serai malheureusement pas le dernier, mais que l'idée, c'était de dire, ouais, faut que ça s'arrête, parce que nous aussi, en tout cas, dans les forces progressistes, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas ceux qui veulent juste être un peu normal, il faut qu'on soit aussi structuré pour proposer une réponse, parce que généralement, il y a une masse de gens neutres. Et le monde, il se défait pas parce qu'il y a des méchants, il se défait parce qu'il y a des gens qui se sont tués et une grande masse qui a dit en fait, on sait pas, peut-être que Ferris, peut-être qu'en vrai, il veut frapper des policiers, peut-être que c'est ça. Nous, on fait pas des formations pour caillasser des CRS. Et le jour où on fera ça, peut-être qu'on pourra mais mais c'est pas encore le cas. Violence structurelle de l'État, quoi. Voilà, c'est ça. Mais quand on en parle, parce qu'on peut être très vite disqualifié, eh ben, on peut rentrer dans un rapport très bizarre de on n'ose pas trop prendre position, est-ce que c'est compliqué ou pas. C'est pour ça que c'était important de faire cette vidéo de décryptage de comment on passe d'un propos assez simple et pas très subversif à la base, et parce que ça a été traité d'une telle ou telle manière par l'extrême droite, ou remodifié, ou changé, on arrive ensuite à un discrédit. Discrédité, ça marche très bien. Ça me fait penser à un truc. J'ai écouté une interview de toi sur le plateau de C'est ce soir. Tu disais, on parle avec une standardisation du langage qui découle d'une homogénéité des origines sociales. On nous dit, racontez-nous vos oppressions, mais de manière calme et détendue. Ça reprend un peu ce que tu es en train de nous dire. Il faut pas brusquer le dominant par les dominés. Ça m'a fait penser à Cazet. Ouais. Je sais pas si vous avez la rêve de Cazet. Ouais. Qui disait dans une interview, tu peux dire ce que tu vis, mais il faut le dire gentiment, il faut le dire poliment, parce qu'en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la raison, c'est l'ennemi de la réflexion, et donc c'est une façon de disqualifier le discours. Finalement, en fait, quand je t'ai écouté et quand j'ai repensé à cette interview de Cazet, je me suis dit, mais vous dites exactement la même chose. Moi, je me suis inspiré de Cazet à ce moment-là déjà, et je l'ai remis à mes étudiants en plus Cazet il y a quelques semaines à la Sorbonne, parce que j'aime trop ce qu'elle raconte, et c'est totalement ça. Et c'est que c'est d'une insolence incroyable d'être en mesure de dire, mais raconte-moi ta douleur, mais dans des termes totalement calmes et dépolitisés. Donc cette manière-là de ne pas brusquer le dominant fait que du coup, bien évidemment que l'expression de cette colère va inévitablement être violente, parce que on nous fait comprendre qu'on n'a pas les codes pour s'exprimer, on nous fait comprendre qu'on n'a pas la capacité de s'exprimer pour être audible auprès d'une sphère publique ou auprès des politiques qui sont censés nous représenter. Donc à force d'être relégué dans la case de l'inaudibilité, on est inaudible. Au bout d'un moment, si vous ne comprenez pas quand on parle, vous allez comprendre autrement. Et c'est inévitable que ça se passe comme ça. Et même moi, je me pose beaucoup la question de ma place dans tout ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont beaucoup accompagné, d'avoir des parents qui sont hyper présents, qui étaient hyper présents, d'avoir été à étudier, d'avoir fait des études après le bac et tout, même si j'ai vite arrêté. Ça fait que je rentre dans leur code à eux, ce qui fait que je peux très vite être instrumentalisé, très vite être utilisé en disant regardez, on a invité Ferris, donc ça veut dire qu'on fait le taf, alors que pas du tout. Donc en fait, il y a un truc dans la formulation de cette colère que Cazet raconte en disant en fait, cette colère-là, elle est, parce qu'elle est colère, disqualifiée, et elle doit prendre des formes qui sont audibles pour eux. En fait, pas forcément. Et qu'est-ce qui se passera le jour où, en fait, à force d'avoir censuré, d'avoir utilisé parfois des gens comme moi à tort, en disant regardez, on vous écoute. Non, en fait, parce qu'il y a des formes d'expression qui ne sont pas appropriées aux espaces qui sont créés. Ça veut dire que peut-être sur un plateau télé, c'est pas assez ouvert, ou pas assez, ou de la part de comment c'est créé, comment c'est articulé, ça rentre pas dans ces violences-là. Je prends l'exemple parfois de Jamila Awash, qui habite à Marseille depuis 2011. Elle alerte sur le fait qu'à la cité Herbel, il y a son frère qui est mort, sa soeur qui est tombée malade parce que l'eau est polluée, depuis 2011. Elle croise Macron en 2017 ou 2022, ou je sais pas quand, elle l'interpelle de manière, moi j'estime plutôt calme, mais bien sûr, si elle pète un plomb, c'est normal. Encore heureux en fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a depuis 2011 des gens qui meurent dans ta cité et tu peux juste rien faire.
J'avais très envie de te poser la question, Ferris, aujourd'hui de l'incarnation, parce que alors tu en as déjà parlé un petit peu là en nous répondant, mais et puis tu en parles beaucoup, notamment autour d'un tweet qui t'était adressé justement, je crois, quand tu étais intervenu sur C'est ce soir sur l'arabe en survêt qui s'est parlé, et que c'est la manière dont on te caricaturait. Comment est-ce que toi tu vis, comment est-ce que tu politises le sujet de l'incarnation nécessaire? On a besoin de voir des gens qui ont l'air de venir de banlieue. C'est ultra. Quand je dis on a besoin, je parle là aussi en tant que banlieusarde. J'ai besoin de voir des gens qui me ressemblent, qui ont un parcours où je me dis, on a dû avoir le même parcours, on a dû connaître la même chose. Il a peut-être grandi dans une cité, alors que peut-être que c'est pas du tout ton cas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vais me projeter. Et en même temps, je t'ai entendu dire aussi, moi je peux pas représenter tous les jeunes de banlieue, et c'est évident qu'on peut pas te faire porter ça sur les épaules. Et en plus de ça, il y a le racisme ambiant, on va te caricaturer, etc. Comment toi, tu arrives à dealer avec tout ça? Comment tu arrives à avoir une ligne directrice sur ta prise de parole, sur ce que tu incarnes? C'est super compliqué en vrai. Je pense que les questionnements, ils commencent un jour, ils vont tellement me fatiguer que je vais arrêter tout ça. Tu vas Parce arrêter. que je te jure, ça me De quoi? De saoule. prendre la parole publiquement, tu veux dire? Ouais, C'est fatigant. c'est le but à terme. Parce que en fait, je suis passé par tellement de phases. Au début, j'étais Oui, puis fier. t'es jeune, t'as 23 ans, hein, on l'a pas c'est dit, ça. mais... Oui. Mais du coup, en 3 ans, il y a eu tellement de réflexions. Alors que c'est court en réalité 3 ans, mais au début j'étais en mode je suis trop content parce que même sur la question de la représentation des ouvriers par exemple à l'Assemblée nationale, c'est un sujet que mon père m'a toujours porté depuis que je suis petit. Et il était en mode parce que mon père ça fait 25 ans qu'il est dans la même usine, 25 ans qu'il en peut plus, et donc je me suis dit tiens, j'ai l'occasion de parler au nom de mon père, au nom de ma famille, au nom des gens autour de moi. Donc j'étais trop content. Ensuite de ce truc de fierté, on passe à un truc de les gars, tranquille quand même, parce que là, je représente pas tous les Arabes de France, et je comprends ce besoin d'identification, mais quand il y a un blanc qui parle, il représente pas tous les... Donc pourquoi moi, là, d'un coup, qu'est-ce qui vous arrive? Donc du coup, je me suis dit, attends, il faut que je prenne du recul. Ensuite, étape numéro 3, vu que j'ai la chance d'avoir un entourage qui me pousse beaucoup, je me suis dit, en fait, il faut que j'accepte cette responsabilité-là, que j'accepte de venir parler. C'est pour ça qu'avant chaque plateau, avant chaque émission, j'appelle 43 personnes en leur disant, du coup, toi, c'est quoi ton rapport à ce sujet-là? C'est comment un truc? Après BFM, il y a plein de gens de mon entourage, de mon cercle, qui m'ont terminé en disant mais Ferris, tu vas pas sur BFM tant que t'es pas préparé. Et en fait, t'es en mission quand tu parles là-dedans. T'es en mission. C'est dur, c'est lourd. C'est dur, mais au bout d'un moment, si je dois... on est 2025, la France de Macron, tout est dur en vrai. Hein. Ça veut dire, soit j'accepte jusqu'au bout la responsabilité, soit je l'accepte pas. Sauf que moi, j'avais tellement pas de recul sur moi-même. Ou quand je vais sur BFM. Tu t'es dit que tu allais pouvoir porter un message, et effectivement, comme tu disais, tu as été piégé, et puis il y avait aussi peut-être l'idée de te discréditer, justement, soit tu peux être instrumentalisé, genre, voilà, regardez, on relaie cette parole, soit aussi, il y a ce que tu dis, ce truc aussi de, on va l'inviter, mais pour aller à l'encontre, on va dire, de ce que tu... Enfin, essayer de casser, on va dire, ton argumentaire et tout. Mais le pire, c'est que j'avais déjà perdu, parce qu'en plus, je suis arrivé avec 2 vestes, une veste blanche, une veste bleue. Je dis, la Lacoste blanche, elle est bien. Mais moi, j'avais pas de recul. Je me dis, ok, je me tranquille. En plus, je leur ai posé la question, donc il n'y a rien. Je me pose, je vois le bandeau anti-flic. Ça Je commence regarde à mal. droite, je regarde à gauche. Je me dis, il y a un ancien préfet. L'antiflic, ça peut pas être lui. Il y a une présentatrice. L'antiflic, ça peut pas être elle. Ok, je capte le Ah oui, délire. tu t'es vraiment posé la question. Mais oui, et du coup, moi, le qu'est-ce qui se stress. passe? C'est que je commence à sourire à ce moment-là. Parce qu'ils me disent... Et d'ailleurs, il y a un policier qui s'est fait tabasser récemment. Tiens, regardons la vidéo. Je fais, mais j'ai parlé avec la programmatrice, très gentille au demeurant. Elle m'a pas parlé de ça. Enfin, si, elle m'a posé la question et je lui ai dit, je ne connais pas l'affaire Tourcoing, je ne la connais pas. Par contre, moi, je viens parler du rapport de l'État, de Max Weber, de comment la violence n'est pas forcément légitime. Moi, je parle de ça. Ah, tu veux pas qu'on en parle? Ok. En plus, tu me mets une vidéo. Ah, ok. Et donc, au fur et à Ah oui, tu mesure. t'es vraiment fait piéger. Ouais. En plus, le pire, c'est que je souris quand la vidéo elle arrive. Et après, sur Twitter, ça disait ah ouais, du coup, même mes potes, ils ont commencé à me charrier en disant en fait, pour faire rigoler Ferris, il faut une vidéo d'un policier qui se fait tabasser. En fait, j'ai dit mais non, mais les gars, j'ai rigolé parce que je me suis dit les enflures, ils m'ont eu, tu vois. Et en fait, il faut tellement penser à tout, avoir un recul sur ce que tu représentes, ce que tu incarnes, ce que tu vas défendre, que ça devient fatigant. Et sur le coup, moi, je capte que sur l'émission. Je suis en mode ah ouais, ok, donc l'anti-flic, c'est moi. Le gars en blanc, là, en Lacoste, c'est encore moi. Et le gars qui rigole quand il y a un policier qui s'est fait tabasser, c'est à nouveau moi. Mais donc, du coup, ça faisait beaucoup de moi, là, dans ma tête d'un coup. Et je me dis, d'accord, en fait, même quand on essaie de proposer un propos assez clair, que j'envoie à l'avance au programmateur, que tout est carré, en fait, non, rien n'est carré. Et donc, c'est comme ça que je me dis, ça devient un peu éprouvant de gérer le truc, mais on n'a pas trop le choix, je pense.
Très bien. Merci beaucoup. Féris, peut-être juste, où est-ce qu'on peut te suivre les activités de Banlieue Climat? Comment est-ce qu'on peut soutenir? Sur Instagram, sur le terrain aussi, en réalité. Sur le terrain, c'est important. Nous, quand on va dans des endroits, on essaie de monter des antennes locales. Là, on va partir à Lyon, par exemple, prochainement, pour soutenir une asso qu'on a formée et qui fait peur à la municipalité. Parce qu'en fait, dès qu'on commence à structurer un groupe, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on s'organise, ils veulent pas qu'on se réunisse. Ils disent, mais attendez, est-ce qu'ils vont prendre les municipales, est-ce qu'ils vont prendre les élections? Non, poteau, on est juste là pour faire de l'écologie tranquille. Donc, soutenez-nous sur le terrain. Planter des tulipes et... Voilà, exactement. C'est juste ça, le problème. Il n'y a pas de politique, pas de politique. Pas de politique, on n'est pas là-dedans. Mais du coup, soutenez-nous sur le terrain, aidez les jeunes accompagnez-les, essayez de faire du mentorat avec nous. Quand on peut, en tout cas, faire des échanges de connaissances, on prend toujours. Et puis sur les réseaux, sur Instagram, on est là. Si on veut s'inscrire par exemple à une formation, etc., on va sur Banlieue Climat. Ça c'est chaud, ça c'est pas possible. Ça, c'est chaud. Nous justement, on s'intéresse aux gens qui sont pas intéressés. Donc si quelqu'un s'inscrit, du coup. C'est mauvais signe. C'est mauvais. Vraiment. Mais oui, mais j'ai entendu en plus que tu avais dit à des gars pour les motiver à venir à une formation qu'il y avait tournoi de foot et du coup les gamins ils étaient débarqués en crampons dimanche matin à 9h et en fait ils ont eu une formation. Aïe. Donc t'es un grand manipulateur en fait. C'est très bien. Finalement. Merci beaucoup. tous les mêmes. Merci beaucoup Féris Berkat. Merci à vous. Merci. On invite évidemment les gens à aller te suivre, toi et l'association que tu représentes, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.